very romantic. There's a true romantic in that. There is, And you said yes, obviously. Of course, yes, yeah. And so- thankfully. Je me souviens encore précisément du moment où cette nouvelle est tombée, non pas comme une annonce solennelle au palais, mais comme la confirmation silencieuse de ce que beaucoup redoutaient et que certains s'obstinaient à nier. La décision de William et Catherine de ne pas agrandir leur famille ne s'est pas faite en grande pompe, mais avec une sobriété qui m'a immédiatement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une manœuvre stratégique ni d'une tentative de rectification médiatique, mais d'une décision définitive. Et c'est précisément cette décision définitive qui a résonné en moi car elle évoquait davantage une perte qu'un choix. Combien de fois voit-on des personnalités influentes admettre publiquement que quelque chose n'est plus possible, même si en théorie cela restait envisageable? Dans les semaines précédant l'annonce, une tension étrange planait. Je l'apercevais dans le ton des commentateurs, dans la retenue des communications officielles, dans la façon dont chaque détail était exagéré. Chaque apparition de Catherine était interprétée comme un signe, chaque absence, comme une confirmation des rumeurs. On aurait dit que le pays tout entier attendait la réponse à une question que personne n'était censé poser à voix haute, y aura-t-il un quatrième enfant? Et pourquoi cela est-il si important pour tant de personnes? Quand la réponse est enfin arrivée, elle m'a paru irrévocable. J'ai relu la déclaration plusieurs fois, non pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'elle était lourde de conséquences. Pas d'aveux dramatiques, pas de détails médicaux, pas d'excuses, juste une limite claire. C'est tout, c'est le point final. Et c'est précisément dans cette simplicité que résidait la force émotionnelle. C'était comme si quelqu'un disait « certaines portes ne se ferment pas parce qu'on le souhaite, mais parce que la vie les ferme ». Ce qui m'a le plus frappé, c'est le moment choisi. Cette décision a été annoncée alors que Catherine semblait visiblement plus forte, tout juste de retour sur le devant de la scène, suffisamment rétablie pour sourire à nouveau devant les caméras. Cela rendait d'autant plus évident que ce choix n'était pas né de la panique ou d'une peur aiguë, mais d'une réflexion approfondie. J'ai eu le sentiment que cette conversation avait déjà eu lieu, probablement en silence sans doute, à des moments où le monde extérieur n'était pas au courant. Combien de nuits avait-il passé à se poser la même question encore et encore, chaque fois avec une charge différente? La réaction du public était prévisible. Déception chez certains, soulagement chez d'autres, et une vague d'opinions contradictoires, toutes avec un point commun, chacun avait un avis. Ce qui m'a frappé cependant, c'est la rapidité avec laquelle le ton est passé de la spéculation au respect. Comme si l'on avait soudain réalisé qu'une limite avait été atteinte non seulement par soi-même, mais aussi par nous. Peut-on aspirer à la transparence tout en acceptant que tout ne nous appartienne pas? J'ai aussi ressenti en moi une sorte de chagrin que je ne parvenais pas à identifier immédiatement. Il ne s'agissait pas d'un enfant que j'attendais ou que je connaissais, mais de l'idée de continuité de la poursuite de l'histoire familière comme on s'y attendait. Dans l'imaginaire collectif, les familles royales fonctionnent souvent comme des symboles, et non comme de véritables familles. Pourtant, ce moment m'a obligé à les percevoir comme des parents tournant la page, alors qu'eux-mêmes avaient peut-être espéré une autre fin. Ce qui rendait cette annonce particulièrement troublante, c'était le contexte de tout ce qui avait précédé les mois de silence, la vulnérabilité palpable, la prise de conscience que la santé n'est pas acquise même derrière les murs du palais. Dans ce contexte, la décision n'apparaissait pas comme un rejet de l'avenir, mais comme une tentative de le préserver. Non pas en ajoutant davantage, mais en protégeant l'existant. N'est-ce pas là une leçon qui dépasse largement le cadre de cette seule famille ? Je ne pouvais m'empêcher de penser à la fréquence à laquelle les femmes, surtout celles qui occupent des postes publics, sont jugées sur leur réalisation plutôt que sur leur apparence. Dans le cas de Catherine, la maternité ne se mesurait pas en chiffres, mais en limites. Et cela même formulé avec discrétion est un message fort. Cela signifie « mon corps n'est pas un projet national ». Ma santé n'est pas un détail. Ma famille est au complet parce que nous le ressentons. Tandis que les médias se délectaient d'analyses et de comparaisons historiques, un sentiment demeurait, c'était un moment de maturité. Point de conte de fées, et ils vécurent heureux pour toujours, avec ces chapitres sans fin, mais la reconnaissance réaliste que le bonheur vient parfois de l'abandon, du refus, du choix de la stabilité plutôt que des attentes. Combien de personnes au pouvoir osent réellement le faire ? Cette première confirmation, cette unique annonce a constitué le pivot autour duquel tout s'est articulé. Ce n'était pas la fin de l'intérêt, mais le début d'une autre histoire. Une histoire où les choix pèsent le plus lourd que les symboles et où l'humanité, peu à peu, prend le pas sur le protocole. Et c'est peut-être précisément pourquoi cette nouvelle a eu un tel impact longtemps après que les gros titres se soient estompés. En repensant au parcours de William et Catherine, je ne peux dissocier leur décision de leur histoire plus vaste d'amour, de parentalité et de sacrifice rarement pleinement visible aux yeux du monde extérieur. Leur relation a souvent été qualifiée de stable, voire d'exemplaire, mais la stabilité ne va pas de soi.
Elle se construit, se met à l'épreuve et se réinvente parfois. C'est précisément ce processus qui explique pourquoi la question d'un 4e enfant n'a jamais été une simple question à laquelle on pouvait répondre par oui ou par non, mais un dilemme moral et pratique qui a profondément marqué leur quotidien. Dès le début, j'ai été frappé par la maturité avec laquelle ils abordaient la parentalité. Chaque enfant est arrivé à un moment où il se sentait capable de l'assumer, tant sur le plan pratique qu'émotionnel. Pourtant, pour Catherine, aucune grossesse n'a été facile. Pendant des années, son sourire, affiché en public, masquait une réalité physique qui laissait peu de place à la romance. Nausées, intenses, épuisement et hospitalisation n'étaient pas des incidents isolés, mais un schéma récurrent. Face à ce constat, la question se pose inévitablement jusqu'où un corps peut-il endurer avant que les soins ne se transforment en sacrifice. Ce qui me frappe, c'est le peu de place qu'on a accordé à cette question pendant si longtemps. Dans l'imaginaire collectif, une future reine est censée accoucher sans effort, comme si son corps s'inscrivait dans un récit plus vaste. Mais derrière cette attente se cache une forme de déshumanisation. L'expérience de Catherine démontre précisément le contraire, la maternité peut être intense, voire insupportable, sans pour autant perdre de sa valeur. Porter 3 enfants, malgré tout, n'est pas une évidence, mais un acte de persévérance rarement décrit comme tel. Le rôle de William dans tout cela est souvent sous-estimé. Je vois un homme marqué par la perte et l'instabilité, quelqu'un qui a appris à quel point les familles peuvent être vulnérables lorsque les limites sont franchies. Son instinct protecteur n'est pas de l'indifférence, mais une réaction à son propre vécu. Pour lui, être père n'est pas seulement un devoir, mais une promesse d'être présent, de ne plus jamais revivre ce qu'il a enduré enfant. Comment pourrait-il prendre à la légère l'idée que sa compagne risque à nouveau sa santé ? Ce qui me frappe particulièrement, c'est la façon dont leur éducation trouve un équilibre constant entre proximité et responsabilité. Ils privilégient visiblement l'implication, accompagner leurs enfants à l'école, partager des moments informels et limiter consciemment leurs apparitions publiques lorsque la famille l'exige. Cela signifie aussi que chaque enfant supplémentaire apporte non seulement de l'amour, mais aussi une redistribution du temps et de l'attention. Dans une vie déjà planifiée à la minute près, le temps devient la ressource la plus précieuse. Est-ce alors égoïste de dire « cela suffit » ? Au fil des années, lors de conversations et d'interviews, Catherine a parfois réalisé à quel point l'idée d'une famille nombreuse lui tenait à cœur. Ce qui rend la décision d'autant plus complexe. Il ne s'agit pas d'un manque de désir, mais d'un conflit entre le désir et la réalité. Nombreux sont ceux qui reconnaissent ce conflit, savoir ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on est capable d'assumer. Dans cette tension, la maturité se manifeste non pas comme une résignation, mais comme un choix conscient. Combien de fois confondons-nous abandon avec échec, alors que parfois c'est en réalité une preuve de sagesse. La dynamique entre leurs 3 enfants joue également un rôle. À 3, ils forment un équilibre qui fonctionne dans la pratique des personnalités diverses, des rôles bien définis, un triangle amoureux où personne n'est exclu. Un 4e enfant viendrait inévitablement bouleverser cet équilibre. Ni en mieux, ni en pire, simplement différent. Et le changement engendre l'incertitude, surtout après des années où la famille a déjà tant souffert. La stabilité devient alors non plus un mot vide de sens, mais un véritable point d'ancrage. Ce qui m'est apparu peu à peu clairement, c'est que cette décision ne concerne pas seulement l'agrandissement de ma famille, mais aussi l'affirmation de mon autonomie. Le droit de dire ma valeur en tant que mère, compagne, personnalité publique ne se mesure pas à ce que je fais, mais à ce que je décide de ne pas faire. Ce message dépasse les murs du palais. Il soulève des questions de société plus vastes concernant les attentes, notamment envers les femmes occupant des postes à responsabilité. Quand est-ce que ça suffit vraiment ? Dans ce contexte, leur choix ne sonne pas comme une conclusion, mais comme une redéfinition du sens de la famille. Non pas une croissance pour la croissance, mais un approfondissement. Non pas se conformer à une image, mais rester fidèle à ce qui est vivable. C'est ce qui rend leur histoire si universelle malgré tous leurs privilèges. C'est peut-être précisément pour cela qu'elle résonne autant, parce qu'elle montre que même dans une vie imprégnée de symbolisme, les décisions les plus déterminantes restent personnelles. Pour moi, tout a basculé lorsque la maladie, d'abord un risque abstrait, est devenue une réalité concrète qui a bouleversé leur vie. La maladie a cette particularité de rebattre tous les projets d'avenir, non pas brutalement, mais progressivement, conversation après conversation, réflexion après réflexion. Avec Catherine, ce processus était perceptible par bribes, mais surtout palpable dans les non-dits. Son traitement médical en 2024 a marqué un tournant décisif, qui a inévitablement transformé la question d'un 4e enfant d'un simple désir à une responsabilité. Lorsqu'elle s'est retirée subitement de la vie publique au début de cette année-là, j'ai constaté avec quelle rapidité le silence s'est fait spéculation. Le public cherchait des explications rassurantes, une grossesse, une fatigue passagère, quelque chose qui allait passer. La réalité s'est avérée bien plus difficile.
L'annonce de son opération puis la confirmation de son cancer ont brutalement brisé cette illusion collective. À cet instant, la perspective a complètement basculé. La santé a cessé d'être un détail pour devenir le cœur de tout. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont Catherine parlait de son traitement. Pas de discours victimaire, pas d'héroïsme, juste un ton factuel. La chimiothérapie préventive semble technique presque rassurante, mais quiconque l'a vécue sait qu'elle est extrêmement éprouvante physiquement et mentalement. Le corps est réduit à l'instinct de survie et non plus à la planification. Dans ce contexte, la question « puis-je encore avoir un enfant ?» change radicalement de sens. Elle est remplacée par « qu'est-ce que mon corps me demande maintenant ?» J'ai commencé à comprendre à quel point cette épreuve avait dû bouleverser leur vie de famille. La maladie n'affecte jamais une seule personne, elle s'insinue dans toutes les relations. Les habitudes quotidiennes se transforment, les priorités changent, l'avenir semble s'éloigner. Au lieu de se projeter dans les années à venir, on se concentre sur les semaines, voire les jours. Cet état d'esprit ne permet pas un véritable épanouissement de la famille. Il appelle à la protection, à la sérénité, à la préservation de ce qui existe déjà. L'âge joue également un rôle non négligeable. Catherine était déjà à un stade de sa vie où chaque grossesse soulève des questions médicales, même sans antécédent de cancer. Ajoutez à cela des traitements intensifs et les marges de manœuvre se réduisent encore davantage. Ce qui est théoriquement possible est différent de ce qui est pratiquement responsable. Ce qui me frappe, c'est la rareté avec laquelle cette distinction est faite publiquement, comme si la possibilité impliquait automatiquement l'obligation. Mais à qui profite ce raisonnement ? La période suivant le traitement me semble tout aussi cruciale. La guérison n'est pas un processus linéaire. L'énergie se manifeste par vagues et il est nécessaire de reconstruire la confiance en son corps. Cette phase s'accompagne souvent d'une intuition plus fine, une perception des limites qui avaient pu être ignorées auparavant. J'imagine que c'est précisément cette sensibilité retrouvée qui a permis à Catherine de voir clairement ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas supporter. Non par peur, mais par respect pour ce que son corps avait enduré. Ce qui m'a également frappé, c'est le parallèle avec ce qui se passait ailleurs au sein de la famille royale. Là aussi, la maladie est soudainement devenue une réalité partagée. Cela crée un climat où la santé n'est plus une affaire privée, mais une préoccupation collective. Dans un tel contexte, la pression de « faire comme si de rien n'était » devient de plus en plus insoutenable. Le débat se déplace du devoir vers la durabilité, comment continuer à fonctionner sans s'épuiser. J'ai constaté une compréhension croissante de leur choix final. Non pas que la maladie signifie automatiquement l'abandon de leurs rêves, mais parce qu'elle les oblige à redéfinir leurs priorités. Le désir d'une famille plus nombreuse ne disparaît pas, mais il est mis en balance avec des risques qui deviennent soudainement très concrets. Ce compromis est intime, complexe et souvent douloureux. Le public ne voit que le résultat et non le processus intérieur qui l'a précédé. C'est peut-être là le nœud du problème, la maladie a rendu tangibles les frontières abstraites. Elle a ramené la question à son essence. Non plus qu'attendent les autres de nous, mais quel avenir pouvons-nous envisager avec sérénité ? Dans cette perspective, la décision n'apparaît pas comme une attitude défensive, mais plutôt comme un acte de bienveillance. Un choix de ne pas alourdir davantage la vie, mais de la consolider. Et n'est-ce pas en fin de compte une façon de se projeter dans l'avenir qui exige plus de courage que de continuer à s'étendre ? En réfléchissant davantage à leurs décisions, il m'est apparu de plus en plus clairement qu'il ne s'agissait pas seulement de William et Catherine, mais avant tout de leurs 3 enfants qui occupent déjà une place centrale dans leur vie. George, Charlotte et Louis forment ensemble non seulement une cellule familiale, mais un équilibre précieux et préservé. Chacun d'eux grandit avec une place et des aspirations différentes tout en évoluant dans ce même cadre protecteur. L'idée d'un 4e enfant bouleverserait inévitablement cet équilibre et surtout après tout ce qu'ils ont traversé la stabilité, leur apparaît non comme un luxe mais comme une nécessité. George occupe une position unique. Aîné et futur roi, il porte un fardeau qu'aucun autre enfant de la famille ne connaît. Je vois comment ses parents s'efforcent constamment de trouver un équilibre entre préparation et protection. Il doit comprendre qui il est sans que cette connaissance n'assombrisse son enfance. Les événements de l'année écoulée, notamment la maladie de sa mère, ont rendu cet équilibre particulièrement fragile. Les enfants ressentent de plus de choses que les adultes ne veulent parfois l'admettre. Pour George, la certitude n'est pas un concept abstrait, elle est le fondement même de sa compréhension du monde. Charlotte endosse un rôle différent mais non moins important. Elle grandit avec une forte personnalité, une combinaison de détermination et de sensibilité souvent louée mais qui suscite aussi des attentes. Ce qui me frappe, c'est la façon dont elle s'est visiblement rapprochée de sa mère dans les moments difficiles, comme si elle pressentait intuitivement que cette proximité était plus importante que tout à ce moment-là. Dans une famille où le changement a déjà eu un tel impact, un bouleversement supplémentaire peut être profondément perturbant, surtout pour un enfant si étroitement lié à la stabilité émotionnelle.
Et puis il y a Louis le Benjamin, cette étincelle de joie qui apaise les tensions sans même s'en rendre compte. Son insouciance semble jouer un rôle essentiel au sein de la famille. Il nous rappelle la normalité, le cours de la vie. Dans de nombreuses familles, c'est le Benjamin qui ressent le plus les changements à l'arrivée d'un nouvel enfant. L'attention se déplace, les rôles se modifient. J'imagine William et Catherine se demander s'il serait juste de bouleverser à nouveau cet équilibre alors que Louis cherche encore sa place. Ce que ces 3 enfants ont en commun, c'est d'avoir grandi ensemble au rythme d'une routine rassurante. Ils partagent de leurs habitudes, leurs horaires scolaires et leurs moments de loisirs. Ce sentiment d'unité, ce socle solide, est devenu encore plus précieux durant les mois difficiles. Dans un tel contexte, il est logique que les parents choisissent de préserver leur famille. Non par peur du changement, mais par souci de continuité. Combien de fois sous-estimons-nous l'importance du repos dans le développement de l'enfant ? Par ailleurs, l'aspect pratique joue un rôle plus important qu'on ne le croit souvent. William et Catherine ont délibérément choisi un style parental où ils sont présents non seulement symboliquement, mais aussi physiquement. Leur temps est donc limité. Chaque enfant supplémentaire exige non seulement de l'amour, mais aussi de l'attention, de l'énergie et de la disponibilité. Dans une vie rythmée par des obligations publiques de toujours plus nombreuses, leur flexibilité se réduit. Le risque existe que l'agrandissement de la famille n'entraîne une fragmentation, ce qu'ils veulent précisément éviter. Ce qui me frappe, c'est que leur choix témoigne d'une vision à long terme. Ils ne pensent pas seulement aux années à venir, mais aussi à la vie adulte de leurs enfants. Une enfance stable, avec des parents présents et non surchargés de travail, constitue le socle de cet avenir. C'est un investissement dans la qualité plutôt que dans la quantité. Ce principe contredit l'image traditionnelle des familles royales, mais s'inscrit dans les conceptions modernes de la parentalité et du bien-être. Je me demande combien de parents peuvent s'identifier à cela. La pression d'agrandir sa famille, de répondre aux attentes extérieures se heurte souvent aux besoins internes d'une famille. En choisissant explicitement d'avoir 3 enfants, William et Catherine affirment une position qui dépasse leur propre situation. Ils normalisent l'idée qu'une famille peut être complète sans s'agrandir constamment. Cette plénitude est subjective et non une donnée fixe. Dans cette perspective, leur décision apparaît presque protectrice non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Elle préserve le cadre dans lequel George, Charlotte et Louis peuvent s'épanouir sereinement à l'abri de nouveaux chocs et bouleversements. Et c'est peut-être là l'essentiel dans une vie par nature tumultueuse, ils créent consciemment un îlot de prévisibilité. N'est-ce pas précisément ce dont chaque enfant, quelle que soit de ses origines, a besoin au fond? Chaque fois que j'essaie de comprendre comment cette décision a finalement été prise, je reviens toujours à ce qui se passe loin des caméras et des commentateurs. Derrière les murs du palais, les titres et les attentes s'estompent, laissant place à des conversations étonnamment familières. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est responsable et où se situe la limite entre le possible et le nécessaire? C'est là, dans cet espace clos, que la question d'un 4e enfant a pris sa forme définitive. Je n'imagine pas de confrontation dramatique, de révélation soudaine, mais une série de conversations calmes, parfois douloureuses. Des conversations qui avaient commencé bien avant la maladie, mais qui prirent une toute autre dimension après tout ce que Catherine avait enduré. La vie médicale y joua un rôle indéniable. Les médecins parlent en termes de probabilité et de risque, non de certitude. Ils peuvent te dire ce qui est possible, mais pas ce qui semble raisonnable. Ce dernier point reste toujours propre aux patients. Ce qui me frappe, c'est que dans ce cas précis, possible n'a jamais été synonyme de souhaitable. Après des traitements intensifs, le rapport à son propre corps se transforme. La confiance doit être reconstruite et chaque nouveau risque paraît plus grand qu'auparavant. J'imagine Catherine se demandant non seulement si elle pourrait supporter une autre grossesse, mais aussi quelles en seraient les conséquences en cas de complications. Qu'est-ce que cela signifierait pour ses enfants, pour son conjoint, pour son propre avenir? On ne peut balayer ces questions d'un revers de main avec optimisme. Je perçois le rôle de William dans ce processus comme celui d'un protecteur et non d'un décideur. Son point de vue s'est forgé au fil des années passées à observer sa femme tester, voire parfois dépasser ses limites. Protéger dans ce cas précis ne signifie pas restreindre, mais créer un espace de choix sans pression. Cela me semble essentiel. Dans les relations où l'un des partenaires a été malade, la dynamique se modifie souvent. La tendance à la tolérance peut entrer en conflit avec le désir d'autonomie. Trouver l'équilibre entre les deux demande du temps et de la confiance. La famille a également joué un rôle discret mais essentiel. L'expérience prend tout son sens lorsque la maladie devient soudainement une réalité partagée. Les conversations n'ont probablement pas porté directement sur l'héritage ou les attentes de la société, mais plutôt sur le rétablissement, l'énergie et la qualité de vie. Sur ce que cela représente de devoir réévaluer chaque jour ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans un tel contexte, la question de l'expansion perd son aspect abstrait et devient très concrète, presque pratique.
Ce qui me frappe, c'est l'absence apparente de pression pour continuer. Ce seul fait en dit long sur l'évolution de la culture interne. Là où la continuité et la sécurité étaient autrefois primordiales, il semble désormais y avoir place pour les limites personnelles. Il ne s'agit pas d'une rupture avec la tradition, mais de son évolution. Les institutions ne survivent pas par la rigidité, mais par leur adaptation à la réalité humaine. J'imagine le moment où la décision est devenue définitive comme un calme inattendu. C'est souvent le cas des grands choix, ils ne s'imposent pas brutalement, mais s'accompagnent d'un sentiment de clarté. Non pas que tous les doutes aient disparu, mais parce qu'ils s'estompent. Quand une décision ne ressemble plus à un abandon, mais à une conclusion, on sait qu'on est proche du but. C'est une distinction subtile, mais essentielle. Je pense que cette décision témoigne aussi de leur vision de l'avenir. Non pas en termes de plus, mais de mieux. Plus de paix, plus de présence, plus d'attention à ce qui existe déjà. Cela exige de la discipline, surtout dans un milieu qui a toujours tendance à aller de l'avant. Il faut du courage pour aller à contre-courant et dire c'est ici que ça s'arrête, non par peur, mais par souci du bien commun. Ainsi, derrière les murs du palais, les portes n'étaient pas claquées, mais soigneusement fermées. Non pas parce qu'il n'y avait rien derrière, mais parce que ce qui se trouvait devant méritait d'être protégé. Et c'est peut-être là la forme de leadership la plus sous-estimée, savoir s'arrêter à temps même si on le pourrait. En élargissant ma perspective et en dépassant le cadre de l'histoire personnelle de William et Catherine, je comprends que leur décision revêt une importance capitale pour l'avenir même de la monarchie. Il ne s'agit pas d'un choix familial, isolé, déconnecté de l'institution, c'est un signal fort. Un signal qui illustre comment la famille royale s'adapte à une époque où la légitimité ne repose plus uniquement sur la tradition, mais aussi sur la reconnaissance, l'humanité et la crédibilité, et c'est là que réside le véritable impact de leur décision. Pendant des années, l'idée de réserve a été profondément ancrée dans la pensée royale. Avoir plus d'enfants signifiait plus de sécurité, un filet de sécurité contre l'imprévu. Mais cette logique paraît de plus en plus obsolète dans un monde où l'espérance de vie, les soins médicaux et les structures sociales ont profondément changé. Avec 3 enfants en bonne santé, la succession est assurée pour des décennies. Cette prise de conscience permet de privilégier d'autres valeurs. Non pas la quantité, mais la stabilité. Non pas la continuité pour la forme, mais la durabilité dans les faits. Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point cette décision s'inscrit dans les grandes mutations de la société. Dans de nombreux pays, y compris en Europe, des familles choisissent consciemment d'avoir moins d'enfants. Non par manque d'amour, mais par réalisme. La pression au travail, la santé mentale et le désir d'être présent jouent un rôle de plus en plus important. Le fait qu'un futur couple royal prenne publiquement cette décision contribue à normaliser cette réalité comme rarement auparavant. La famille royale n'est pas une exception, mais bien le reflet de la société. Pour la monarchie, cela représente un changement dans la manière dont l'autorité se construit. Là où la distance et le mystère prévalaient autrefois, la proximité devient désormais source de confiance. En démontrant ouvertement qu'eux aussi fixent des limites, William et Catherine gagnent en crédibilité. Ils ne présentent pas un idéal inaccessible, mais une histoire profondément humaine. Cela ne les diminue pas, mais au contraire les rend plus pertinents. Une monarchie moderne peut-elle encore fonctionner sans cette familiarité ? Cette décision est également significative en termes de soutien public. Son acceptation, voire son appréciation, témoigne d'une évolution des attentes. Le public n'exige plus de sacrifices au détriment de la santé ou du bien-être. Au contraire, il semble se dégager une prise de conscience collective croissante de tels sacrifices nuisent en réalité au soutien populaire. Une famille royale qui s'épuise à respecter d'anciennes normes perd le contact avec le peuple. Une famille royale qui fait des choix empreints d'humanité inspire confiance. Pour William, à titre personnel, je vois cela comme la poursuite d'une démarche qu'il entreprend depuis un certain temps. Il semble déterminé à rendre l'institution non pas plus grande mais meilleure. Plus ciblée, moins fragmentée, avec des priorités claires. Cela s'applique à son travail mais aussi à sa vie personnelle. En définissant consciemment sa famille, il se donne les moyens d'assumer son rôle avec plus de profondeur. Il ne s'agit pas d'un repli, mais d'un repositionnement. Le rôle de Catherine est tout aussi important. Sa décision souligne que sa valeur au sein de la monarchie ne dépend pas de ce qu'elle pourrait encore accomplir, mais de sa contribution actuelle. Son œuvre, son influence, son pouvoir symbolique sont des atouts indéniables. Cela marque un tournant culturel majeur où les femmes de la famille royale ne sont plus perçues avant tout comme des héréditaires mais comme des actrices autonomes. Pour l'avenir, j'entrevois une monarchie plus modeste mais plus solide. 3 enfants qui grandissent à l'abri de la pression d'une expansion constante des parents présents et une institution qui s'adapte à son époque. Il ne s'agit pas d'une perte de tradition mais d'une réinterprétation. Les traditions ne restent pertinentes que si elles évoluent avec la réalité. La décision de ne pas avoir de 4e enfant clôt un chapitre mais en ouvre un autre. Un chapitre où les limites ne sont pas une faiblesse mais un guide. Où le leadership se manifeste par la bienveillance, non par l'excès.
et où l'avenir ne se construit pas en désirant toujours plus, mais en prenant davantage soin de ce qui existe déjà. C'est peut-être là le nœud du problème. Non pas l'information en elle-même, mais ce qu'elle révèle sur les liens entre pouvoir, responsabilité et humanité au XXIe siècle. Et si telle est la voie empruntée par la monarchie, qu'est-ce que cela dit de la société qui continue de la